Voilà, Georges, tu as la parole. Merci, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter cette conférence autour des joyaux de la couronne suite au drame que nous avons vécu, qui est une atteinte à notre histoire et à notre patrimoine, une nouvelle atteinte à notre patrimoine. J'ai eu l'occasion par le passé, dans le cadre de l'exposition « J'aime une brillante histoire » à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, de présenter plusieurs conférences ayant comme thématique les joyaux des couronnes des rois et des princes d'Europe, les pierres gravées, donc Intaille et Camée, et également donc la recherche des minéraux, puisque je suis un passionné de minéralogie. Il faut que vous sachiez que la collection globale des rois de France est une des collections les plus importantes au monde. Elle est malheureusement, à mon goût, fort peu connue. Fort peu de personnes vont visiter la galerie d'Apollon au musée du Louvre. Et la collection, en fait, elle est répartie dans 3 musées différents, suite aux dispositions qui avaient été prises par les révolutionnaires. Il y en a une partie au musée de l'École des Mines et une partie au Muséum d'Histoire Naturelle. Et notamment le clou de la collection du Muséum d'Histoire Naturelle, qui est le grand saphir du roi Louis XIV, qui est un des, je dirais même, le plus beau saphir au monde. Toutes ces choses-là sont peu connues. En plus, la collection de pierres gravées des rois de France, donc Intaille et Camée, est actuelle et depuis déjà de nombreuses années au musée de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu. Ce musée a réouvert il y a peu de temps et la nouvelle présentation est très intéressante et permet d'admirer un certain nombre de choses que je vais vous faire découvrir ce soir parmi les pièces les plus importantes de la collection de nos rois. Cette collection, elle a été initiée par le roi François Ier et a connu son apogée avec le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV était un passionné de gemmes, comme l'ont été après ses ancêtres, notamment le roi Louis XVIII, qui a été un grand collectionneur au niveau minéralogie, et c'était M. de Bournon du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris à l'époque qui s'occupait de la collection royale. Au moment de la Révolution, les joyaux quittèrent Versailles pour le garde-meuble national qui était situé sur l'actuelle place de la Concorde, dans l'hôtel du marquis de Ville-d'Avray. La Convention vota la vente des bijoux, mais ceux-ci furent volés le 16 septembre 1792, une date dramatique, pire que celle que nous avons connue suite au fric-frac du Louvre. Certaines pièces furent retrouvées, d'autres non, hélas. L'Empire a tenté ensuite de reconstituer la collection, mais la Troisième République en 1887 vota la destruction et la fonte de tous les bijoux afin d'alimenter les caisses de l'État, mais aussi à des fins politiques, pour effacer définitivement le pouvoir de l'Empire et des symboles qui s'y rattachent. C'est ainsi que le 12 mai 1887 fut organisée la dispersion en 48 lots de 54 403 diamants de taille brillant, 21 119 diamants de taille rose, 2 963 perles, 507 rubis, 312 émeraudes et 136 saphirs. Ces pièces ont été rachetées en grande partie par la maison Tiffany de New York. Heureusement, un certain nombre de pièces ont été préservées, je dirais parmi les pièces majeures, dont le diamant le Régent, le diamant le Sancy, le bleu tavernier, dénommé Hope, dont je vous raconterai un petit peu l'histoire, ce diamant a connu
une histoire assez mouvementée. Le Grand Condé, qui appartenait à la famille de Condé et qui est au musée du château de Chantilly. Un diamant jaune qui vient des collections du duc de Penthièvre, qui est au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et le fameux rubis dit Côte de Bretagne, qui est une des pièces les plus anciennes de la collection royale et qui est en fait un spinel. Donc, autrefois, les diamants provenaient essentiellement des Indes, surtout sur la période 16e siècle, 17e siècle, et des fameuses mines de Golconde. Il faut savoir qu'au niveau des diamants, vous avez des diamants de toutes les couleurs. Un diamant de couleur, c'est quelque chose qui est excessivement rare, donc qui vaut très cher. Et dans les diamants de couleur, au niveau de la couronne de France, nous avons 3 couleurs. On a eu 3 couleurs, puisque le bleu, le jaune et le rose. La couleur verte est essentiellement au travers d'une très belle pièce qui se trouve dans la collection de la couronne de Saxe, des rois de Saxe. C'est un des, je dirais, le plus beau diamant vert au monde. Et après, bon, vous avez des diamants, il y a eu des diamants rouges également. Dans la collection du cardinal Mazarin, qu'il a donné par héritage à son filleul Louis XIV, il y avait un diamant rouge et il y avait un diamant vert. Et alors, je vais vous parler maintenant, et on va commencer la visite de cette collection en parlant du diamant Le Régent. Je vais me déplacer puisque je vais faire des commentaires à partir de photos, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte un peu de la beauté de ces pièces. Donc, je vous présente là le diamant Le Régent qui est le clou de la collection royale. C'est un diamant qui donc a été trouvé à Golconde aux Indes, qui pèse 140 carats,5. Il fut découvert en 1607. Il fut découvert en 1607 et pesait alors 410 carats. C'est l'anglais Pitt qui a acheté le diamant, le fameux William Pitt, et il l'a payé à l'époque 100 000 $. La taille a pris 2 ans. Au départ, donc c'est un diamant qui est de taille coussin. Quand on taille un diamant, il faut savoir que c'est toujours assez compliqué parce que le diamant se clive. Et si on se loupe au niveau du clivage, on peut faire des catastrophes. Et à partir d'un brut, il faut retirer la quintessence de la pierre. Donc les études sont toujours très longues pour pouvoir retirer le maximum de carats d'une pièce. Le duc d'Orléans Régent a acheté la pierre pour la couronne de France 500 000 $. Il a été monté de diverses manières et a connu diverses présentations en fonction des règnes. Marie-Louise, l'impératrice Marie-Louise, l'a emporté à Vienne, puis l'empereur d'Autriche l'a restitué au roi Louis XVIII. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fut caché dans le château de Chambord. Donc voici le fameux diamant, le Régent, et qui a été utilisé par les rois de France dans le cadre de divers bijoux qu'ils ont portés, sur lesquels je vais revenir un peu plus avant dans la conférence. Et voilà maintenant un autre diamant de la couronne, qui est le Sancy, qui est le deuxième diamant de la couronne. Il a une forme poire. Et c'est le premier diamant à être taillé avec des facettes symétriques. Il pèse 55 carats et fut acheté en 1595 par le marquis de Sancy. Marie de Médicis l'acheta en 1604 pour 25 000 écus d'or et il fut vendu en 1642
acheté alors par Frédéric d'Orange-Nassau, stadtholder de Hollande, puis passant en 1702 entre les mains de Frédéric III de Hohenzollern, un Prussien. Élisabeth Ier l'acheta et le fit sertir sur son collier d'apparat. Ensuite, il est passé dans les mains d'Henriette d'Angleterre, qui est la tante de Louis XIV. Henriette d'Angleterre, donc c'est la plus jeune sœur du roi Louis XIII, qui s'est mariée avec Charles Ier. Et quand elle s'est enfuie d'Angleterre, avec la pierre, elle a vendu le diamant au cardinal Mazarin, qui l'a légué à sa mort au roi Louis XIV. Donc c'est un legs important, un lot en fait de 18 diamants. Et dans les joyaux qui ont été dérobés au Louvre récemment, il y avait, on vous a parlé certainement de la broche reliquaire. Sur cette broche reliquaire, il y a 2 gros diamants, et c'est les diamants 17 et 18 de la collection du cardinal Mazarin. Et ça, c'est la pire perte qu'on puisse avoir par rapport aux autres gemmes, parce qu'il y a un caractère historique qui est patent. Volé en 1792, le Sancy réapparaît en 1828. Il a été vendu au prince Demidov. Le prince Demidov, c'est le mari de la princesse Mathilde Bonaparte, la fille du roi Jérôme. Il a été vendu à l'époque 100 000 $, puis acheté par un joaillier français qui le vendit en 1867 à la famille américaine William Astorg pour 500 000 $. Les héritiers Astorg vendirent le diamant à la France en 1978. C'est ainsi qu'il a réintégré les collections du Louvre et nous avons acheté le diamant pour 1 million de $. Dans la couronne de France, nous avons eu un diamant bleu qui s'appelle le diamant Tavernier, du nom du négociant en gemmes qui s'occupait des collections de Louis XIV. C'est un diamant donc qui vient des Indes, qui faisait à l'origine 112 carats 25 et qui a été taillé en forme de cœur. Alors là c'est encore le Sancy. Photo suivante. Ça c'est voilà le fameux diamant bleu, qui s'appelle maintenant le Hope. Louis XIV l'a acheté en 1668. Il a été retaillé et ne pesait plus que 67 carats 50. Il disparaît en 1792 et réapparaît dans une nouvelle identité, donc qu'on appelle le Hope, et ne pèse plus que 44 carats 50. En fait, il a été clivé en deux pour donner un autre diamant, le Brunswick. Les héritiers Hope le vendent à Londres au sultan Abdulhamid, qui l'achète et le revend en 1909 pour finir, après plusieurs ventes, il a fini par atterrir à la Smithsonian Institution de Washington où il est exposé. Et il a été acheté par cette institution américaine en 1958 et il a été exposé en France en 1962. Donc le diamant, le Brunswick, pèse 13 carats 75 et fut vendu par la famille de Brunswick en 1874 et on ne sait pas qu'il possède à ce jour. Alors une petite anecdote par rapport à la famille de Brunswick. Je vais vous parler de la bataille de Valmy. La bataille de Valmy, il s'est passé quelque chose d'un peu bizarroïde, puisque donc, les troupes françaises se sont opposées aux troupes qui étaient dirigées par le duc de Brunswick. Il y a eu quelques échanges de coups de canon, et puis le duc de Brunswick a fait un demi-tour droite, et il est rentré chez lui. Bizarre, vous direz. Et que s'est-il passé au moment de la succession du duc de Brunswick?
Dans sa succession, on a retrouvé un certain nombre de bijoux de la reine Marie-Antoinette. Que s'est-il passé? Corrompu. Il faut savoir que le duc de Brunswick faisait partie de la même loge maçonnique que le marquis de Mirabeau. Donc on peut supputer un certain nombre de choses. Voilà un petit peu l'aventure autour de ce fameux diamant qui, soi-disant, portait malheur. Ensuite, donc, nous allons... Voilà, le voilà encore, le fameux diamant bleu. Vous voyez un petit peu la couleur. Hein, c'est assez impressionnant en termes de teinte. Et souvent, on a malheureusement des teintes qui tirent plus sur un gris bleu, alors que là, le bleu est assez intense. Voilà un bijou qui avait été complètement démonté, et le diamant le plus important, c'est un diamant qui s'appelle le Penthièvre, qui a appartenu à Louis de Bourbon, duc de Penthièvre, fils du comte de Toulouse. Le comte de Toulouse, c'est le fils légitimé de Louis XIV avec Madame de Montespan. Et ce duc de Penthièvre a épousé la fille de Philippe Égalité. Philippe Égalité, hein, qui est le père du roi Louis-Philippe. Et c'est un diamant qui est au musée de Chantilly et qui pèse 10 carats. Photo suivante. Ben, le voilà. Non, on va y revenir après, sur le Penthièvre. Là, je vous présente le diamant Hortensia, celui-ci, qui fait 21 carats, qui a été taillé en 1678 pour Louis XIV et qui se trouve au Louvre. Diamant suivant. Voilà le fameux diamant rose, le Grand Condé, qui fait 9 carats 0,1. C'est un diamant donc qui a appartenu à la famille de Condé. C'est le roi Louis XIII qui a fait cadeau de ce diamant au prince de Condé. Et vous savez que l'héritier de la famille de Condé, ça a été le duc d'Aumale. Et donc le duc d'Aumale a récupéré l'intégralité de l'héritage de la famille de Condé, et il a malheureusement perdu, il a eu 2 enfants, 2 fils qui sont décédés jeunes, et se retrouvant sans descendants, il a décidé de léguer l'intégralité de sa fortune, dont la succession des Condé, à l'Institut de France en 1892, et il est exposé à Chantilly. Photo suivante. Alors, voilà des pièces qui ont appartenu au duc de Penthièvre. À gauche, vous avez un saphir jaune. Alors, c'est pareil, les saphirs, le saphir fait partie de la famille des corindons, comme le rubis. Le saphir, la dénomination saphir, s'applique essentiellement à un saphir qui est de couleur bleue. Après, du moment où on fait suivre le mot saphir d'un nom de couleur, c'est qu'on a une spécificité. Et les saphirs jaunes ont souvent un éclat qui est très intéressant. Et ce saphir jaune pèse 51,4 carats. C'est une très belle pièce qui est au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, ainsi que le fameux diamant jaune, qui est un jaune jonquille, qui est à côté, et qui pèse 9 carats 75, le fameux diamant, le Penthièvre. Là, vous pouvez admirer ces gemmes donc au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Photo suivante.
Alors voilà maintenant ces gemmes montées, des photos lorsqu'ils ont été montés sur des bijoux. Actuellement, bon, bien, ils ne font plus partie des bijoux parce que ça a tout été démantelé. Et ça vous donne une idée un peu des présentations qui pouvaient être réalisées par les maîtres joailliers à l'époque. Photo suivante. Et voilà le fameux rubis Côte de Bretagne, qui représente un dragon. Et ce rubis Côte de Bretagne a souvent figuré sur l'insigne de l'ordre de la Toison d'or des rois de France. Et je vais vous raconter un petit peu quelle est sa provenance. C'est un spinel, en fait, on dit rubis, mais en fait c'est un spinel qui pèse 107 carats 88. Il est d'une couleur amarante. Il a été retaillé et gravé par Jacques Guay en 1749 sous la forme du dragon. La patte droite passe sous le cou de la créature alors que la patte gauche est repliée sur le dessus du tronc. Là, il y avait à l'origine une paire d'ailes et une queue fléchée qui ont disparu au moment du vol qui s'est produit au Garde-Meuble en 1792. Et donc cette pierre a été fixée sur le grand insigne de la Toison d'or du roi Louis XV. Et le Côte de Bretagne, donc Spinel, est le 5e des 8 joyaux sélectionnés par François Ier le 15 juin 1530 pour constituer le fond des joyaux de la couronne de France. En fait, ce joyau, il l'avait hérité après le décès en 1524 de Claude de France, la fille d'Anne de Bretagne, et petite-fille de Marguerite de Foix, qui est la propriétaire la plus ancienne connue de cette gemme. Alors, des spinels comme ça, vous en retrouvez aussi, il y a le fameux spinel du prince noir que vous allez retrouver sur la couronne britannique. C'est quoi un spinel? Alors, un spinel, le spinel, ça ressemble au rubis. Ça ressemble au rubis, mais ça n'a pas du tout. C'est un oxyde de magnésium et d'aluminium, et d'une dureté qui est de 7,5 à 8, alors que un rubis a une dureté de 9 sur l'échelle de Mohs. Puisque la dureté des pierres, ça va d'une échelle de 1 à 10, et la pierre la plus dure, c'est le diamant qui fait 10 sur l'échelle de Mohs. On connaît son lieu de provenance? Non, hélas, non. Alors, les spinels, on peut en trouver un peu de partout, et je vous signale que des spinels, il y en a dans l'Ariège. En France, vous pouvez trouver des spinels dans l'Ariège, vous pouvez trouver des saphirs et des zircons dans le Massif central, sous forme alluvionnaire dans le Riu Pezioulou. Et je puis vous dire que les saphirs qui sont trouvés ne sont pas de très grande taille, mais certains sont de qualité gemme et peuvent être taillés. J'en ai vu des taillés provenant de ce site. Et nous avons un site qui a donné des béryls. Donc béryl, c'est l'émeraude, mais ils sont très pierreux et ça n'a rien à voir avec les émeraudes que l'on trouve en Autriche. J'aurai l'occasion de vous montrer des gemmes venant de ce gisement autrichien un petit peu plus avant dans mon exposé. Voilà, photo suivante. Alors, toujours dans la collection, une très belle améthyste de la reine Marie-Amélie. Et puis à côté, vous avez un diamant portrait de 9 carats 75
qui a appartenu à l'impératrice Marie-Louise. Alors c'est un diamant, en fait, vous avez une face qui est complètement plate. Ce n'est pas du tout taillé. En fait, c'était pour graver un portrait, souvent. C'est des choses qui se faisaient, alors, ou gravées en relief, ou gravées en creux. Hein, et ce qui, après, intègre la collection des pierres gravées des rois. Photo suivante. Voilà un béryl émeraude de 17 carats de la collection donc, des rois de France. Là, toutes ces pièces-là sont au Muséum d'histoire naturelle. Les deux pièces précédentes, le diamant et l'améthyste, sont au Muséum d'histoire naturelle. Le béryl que vous voyez là actuellement, il est également au Muséum d'histoire naturelle. Et maintenant, on va passer à la photo suivante. Et vous allez voir le fameux grand saphir du roi Louis XIV, qui est la pièce phare de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc en fait, c'est un rhomboèdre qui fait 3 cm de haut. La base est carrée et chaque carré fait 2 cm de côté. Donc c'est une très grosse pierre qui pèse 135 carats,8, qui provient du Sri Lanka et qui a été trouvé en 1669. C'est on peut dire que c'est un des plus beaux saphirs, au monde. À l'heure d'aujourd'hui, le bleu est assez fantastique. Voilà, on va pouvoir passer donc voilà une autre émeraude de la couronne, et cette émeraude, c'est une gemme qui est ancienne, qui vient de la couronne de Saint-Louis. Il avait été placé sur la couronne de Saint-Louis, et c'est une émeraude qui vient d'Autriche, du Haberstall, qui est un site minéralogique dans lequel on retrouve toujours à l'heure d'aujourd'hui des émeraudes. Donc c'est situé dans la province de Salzbourg. Et bon nombre de ces émeraudes ont des qualités gemmes. On a les émeraudes que vous verrez après par la suite sont des émeraudes qui proviennent de Colombie suite à la découverte par les Espagnols des gisements de Musso et de Chivor. Voilà, photo suivante. Voilà encore donc des joyaux de la couronne qui sont toujours au Muséum d'histoire naturelle. Une topaze qui fait 28 carats, qui provient du Brésil, et un saphir bicolore de 18 carats 67. Il faut savoir qu'au niveau des gemmes, vous pouvez avoir des gemmes qui peuvent être bicolores. Les améthystes, par exemple, peuvent être bicolores. Les saphirs peuvent être bicolores. Et les tourmalines peuvent être bicolores, voire tricolores. Oui, c'est... Déjà, bon, bicolore, c'est rare. Mais tricolore, je peux vous dire que c'est encore plus rare. J'en ai pas vu souvent. Photo suivante. Voilà donc maintenant des perles. Alors, il faut savoir que autrefois, surtout au XVIe, XVIIe siècle, les perles, c'est quelque chose qui était très très à la mode. Une perle célèbre de la couronne, c'était la perle qui était appelée la Haupe et qui pesait 450 carats et qui a été volée en 1792, puis vendue en 1974 sans que l'État français puisse la racheter. Ça, c'est des perles donc, qui sont de la couronne qui sont au Muséum d'histoire naturelle.
Il faut savoir que Catherine de Médicis possédait un collier constitué de 6 rangs de perles grosses comme des noix de muscade et de 25 perles de forme poire de la même taille. Ce collier lui avait été offert par son oncle le pape Clément VII lors de son mariage en 1533 avec le futur Henri II. Ce collier est passé ensuite entre les mains de Marie Stuart, puisque Marie Stuart a été la femme de François II, le fils aîné de Catherine de Médicis et d'Henri II. Et ensuite, c'est sa cousine Élisabeth Ier qui, après l'avoir fait oxyre, a récupéré le collier. Ensuite, il est passé dans les mains de Jacques Ier, pour finir dans les mains de la famille de Hanovre. Alors on sait qu'apparemment ce collier serait toujours en possession de la famille de Hanovre, mais apparemment les femmes de la famille de Hanovre ne le portent pas. Donc on n'a jamais pu vérifier si ce fameux collier était toujours dans le trésor de la famille de Hanovre. Voilà, photo suivante. Vous avez un ensemble là de topazes roses qui appartenaient donc à la couronne. Ce sont des pièces qui ont surtout été achetées pour l'impératrice Marie-Louise. Donc à cette époque-là, on achetait beaucoup de gemmes et après, c'était aux joailliers qui travaillaient pour la couronne de les monter et de réaliser des parures. Photo suivante. Voilà donc pareil des émeraudes de Colombie. C'est toujours au Muséum d'Histoire Naturelle. Hein. Vous pouvez aller admirer tous ces gemmes. Et ça a été fait pour... la couronne, toutes ces émeraudes ont figuré sur la couronne de Napoléon III. Et après, quand ça a été démonté, c'est comme ça que ça a atterri au Muséum d'Histoire Naturelle. Et les émeraudes de Colombie, du site de Museau, c'est les meilleures au monde, celles qui ont le plus bel éclat. Photo suivante. Voilà les améthystes qui viennent de l'Oural en Russie et donc ça avait été une commande pour Napoléon Ier. Voilà, ensuite, photo suivante, voilà la fameuse couronne du roi Louis XV. Donc vous voyez un petit peu comment étaient constituées ces couronnes. Je vais faire une petite digression et quelques rappels historiques par rapport aux couronnes des rois. Les anciennes couronnes des rois ont malheureusement disparu. Auparavant, les rois utilisaient la couronne dite de Charlemagne qui a disparu durant les troupes de la Ligue. C'est le duc de Mayenne, le frère d'Henri de Guise et du cardinal de Guise, qui s'était emparé de cette couronne et qui a dû la planquer quelque part. Et elle n'a malheureusement jamais été retrouvée. Elle a été remplacée lors des couronnements par la couronne des reines, également dite couronne de Charlemagne. En fait, elle fut réalisée à l'occasion du sacre de la première épouse de Philippe Auguste en 1580 et était formée chacune de 4 couplières. En fait, c'est 4 rectangles réunis par des charnières et surmontés de 4 lys. La décoration était constituée de 16 rubis balais, qui en fait étaient des spinels, de 16 émeraudes, de 16 saphirs. La couronne des reines pesait 2,5 kg, alors que la couronne des rois pesait 4 kg. Les couronnes furent définitivement données au trésor de Saint-Denis par le roi Saint-Louis, et la couronne du roi avait un bonnet, donc c'est la partie centrale, si vous voulez, de la couronne, qu'on appelle le bonnet, hein, qui est général en tissu brodé, et sur lequel on cousait des perles
la plupart du temps où on arrivait également à y placer des gemmes. Elle fut utilisée pour le couronnement de Louis XIII jusqu'au roi Louis XVI, avec quelques aménagements. Ce joyau avait servi pour le couronnement de toutes les reines de l'origine à l'extinction de la famille des Valois. Donc extinction de la famille des Valois, Henri III. Une autre couronne médiévale a été utilisée pour les reines, celle qui avait été offerte par Jeanne d'Évreux, épouse de Charles IV. Charles IV, c'est le dernier fils du roi Philippe le Bel. Cette dernière possédait 8 fleurons. Le cercle était orné de 8 saphirs séparés par des fermillés garnis chacun d'un rubis balai au centre, entouré de 9 perles. Au-dessus des 8 saphirs s'élevaient des fleurons ornés de saphirs et entourés de 4 rubis balais et de perles. Cette couronne pesait 840 grammes. Globalement, sur cette couronne, il y avait 1680 carats de gemmes, 24 saphirs, 40 rubis, 96 perles. Ce bijou a disparu en 1793 lors de la dispersion du trésor de Saint-Denis. La couronne des reines fut brisée au marteau et ces pierres disparurent à ce moment-là. Le trésor de la couronne comportait de nombreuses pierres, donc non montées, qui font partie des collections du Muséum de Paris. Trésor du Muséum, 133 émeraudes, 135 saphirs, dont le grand saphir du roi Louis XIV, et le saphir bicolore. Il y avait également donc des améthystes et des grenats syriens. La parure blanche, montée par Jacquemin pour le roi Louis XV, est composée d'une décoration de la toison d'or, d'une plaque et d'une croix de l'ordre du Saint-Esprit et d'une épaulette. La toison d'or était composée de 255 pierres, dont le Mazarin numéro 2. La plaque de Saint-Esprit était composée de 299 diamants et d'un petit rubis. Photo suivante. Voilà donc cette fameuse couronne qui est une des couronnes les plus anciennes et qui malheureusement ne nous appartient plus. C'est la couronne de la princesse Blanche qui a été donnée par Charles VI à sa fille Isabelle lors de son mariage avec Richard II d'Angleterre. Donc Isabelle et Richard II ont eu une fille qui était donc Blanche de Lancastre. Et c'est ainsi que donc ça vous donne une idée des couronnes de cette époque-là. Et maintenant, donc cette couronne, elle appartient à l'électeur palatin. Donc ça vous donne une idée de ce que pouvaient réaliser les orfèvres de l'époque. Hein, et c'est assez intéressant à regarder. Voilà, ensuite, bien, on va passer à la vue suivante. Alors, ce coffret est en Espagne. C'est un coffret qui a été réalisé à partir de camées provenant de la couronne, du trésor de la couronne. C'est trésor de Louis XIV qu'il a offert donc au duc d'Anjou lorsqu'il est devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Donc ça vous donne un petit aperçu de l'importance de la collection des pierres gravées qu'il y avait en France. On aura l'occasion d'en voir d'autres un petit peu dans quelques temps. Une
bonne partie de ces camées sont des camées antiques. Faut vous rappeler que lorsqu'il y a eu en 1204 le sacre de la ville de Constantinople par les croisés, eh bien les croisés ont ramené en Occident énormément de gemmes de la collection impériale qui avait des empereurs romains qui étaient à Ravenne et qui de Ravenne étaient partis à un moment donné à Constantinople. Voilà, photo suivante. Voilà donc la plaque de l'ordre du Saint-Esprit qui a été offerte à un prince de Bourbon-Parme par Louis XIV et qui vous donne un petit peu une idée donc de ce qui pouvait être réalisé en joyaux, puisque à partir de Louis XIV, ça a été célèbre dans toute l'Europe. Louis XIV avait porté énormément de bijoux sur ses vêtements. Les ordres royaux étaient réalisés donc en or et constellés de diamants. Donc tous les boutons des habits, des chemises étaient en diamant. L'épaulette qui permettait de porter le cordon de l'ordre du Saint-Esprit était également en diamant. Et ça a fasciné l'ensemble des souverains d'Europe, puisque certains souverains européens, dont le roi de Saxe, le futur Auguste le Fort, lors de sa visite à Versailles, avait été fortement impressionné, puisque quand il a vu apparaître Louis XIV, qui portait énormément de diamants sur lui, c'était un sapin de Noël. Et ensuite, lui a voulu réaliser la même chose. J'aurai l'occasion de vous montrer un petit peu l'ensemble de ces parures. Alors, là, je dois avoir un petit détail sur la composition de cette parure. Oui, voilà. Voilà, pour vous donner une idée. Les joyaux d'habits de Louis XVI comprenaient 28 gros boutons pour l'habit, 18 boutons pour la veste, 10 boutons pour la culotte. Pour les gros boutons, une pierre centrale entourée de 17 diamants, puis de 13 diamants. Il y avait une paire de boucles de souliers garnies de 80 diamants, une paire de boucles de jarretière ornées de 44 diamants, la ganse du chapeau composée de 12 diamants, la boucle du chapeau 12 diamants, la montre portée de nombreux diamants, dont un gros et de 17 émeraudes, et une série de chatons réunissait 412 diamants. Le cachet du roi portait un diamant. Toutes ces pièces ont été volées en 1792. Il ne fut récupéré que quelques diamants lors d'une vente à l'étranger par Cadet Guyot. L'épée du roi Louis XVI, qui a inspiré celle de Charles X, qui a été volée il y a un certain nombre d'années au Louvre, que j'avais eu la joie de voir en 1976, était également couverte de diamants, et elle avait été réalisée dans les années 1784. Elle était composée de 2189 diamants de taille rose. Ça vous donne une idée. Cette épée, elle a complètement disparu dans le cadre du vol du garde-meuble en 1792. Hélas. Voilà, vue suivante. Voilà la couronne de Napoléon Ier.
Donc vous voyez une couronne qui est assez simple, mais qui est également décorée de camées provenant de la collection des pierres gravées et intailles des rois de France. Voilà, photo suivante. Voilà un fac-similé, c'est une copie de l'épée du premier consul, parce que quand Napoléon Bonaparte est devenu premier consul, ben, il a fait comme les rois de France. Il s'était fait constituer une épée. Là, donc, cette réplique de cette épée, vous voyez sur la garde, il y a un très très gros diamant. Il avait fait enchâsser à l'époque le diamant le Régent. Rien que ça. Donc ça vous donne une idée de ce que pouvaient être, ce qu'ont pu être les épées de Louis XVI et puis de Charles X. Photo suivante. Voilà, donc là, ce sont des bracelets rubis et diamants. Je pense que ça a appartenu à l'impératrice Joséphine, ça. Mais j'en suis pas certain. Et il y a une boucle de ceinture en haut. Donc ça, c'est des bijoux qui n'ont pas été volés. Hein. Photo suivante. Alors là, c'est une parure de topaze de l'impératrice Marie-Louise. Alors, cette parure, elle est au Muséum d'histoire naturelle. La photo suivante. Et donc, voilà un diadème de l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, épouse de Napoléon Ier, avec de superbes émeraudes de Colombie. Photo suivante. Alors ça, voilà la parure de la reine Marie-Amélie. Donc cette parure est composée d'un collier, d'un diadème, de boucles d'oreilles, d'une broche sévigné et de boutons. Cette parure avait été achetée par le roi Louis-Philippe lorsqu'il était duc d'Orléans. Et auparavant, la parure avait appartenu à la reine Hortense de Beauharnais, née de Beauharnais, épouse de Louis Bonaparte, roi de Hollande, mère donc de Napoléon III. Et vous avez une qualité de saphir, il y a une unité, si vous voulez, au niveau de l'ensemble des saphirs qui constituent cette parure qui est assez extraordinaire. Et cette parure est arrivée au Louvre par des moyens un petit peu détournés. Il y a eu une histoire un peu scabreuse avec le comte de Paris, grand-père du comte de Paris actuel, par rapport à cette pièce, parce qu'à un moment donné, il avait voulu la faire passer en Suisse. Voilà. Donc après, il y a eu une transaction à l'amiable avec le gouvernement. C'est comme ça qu'elle a atterri au Louvre, d'après ce qui m'a été dit. Voilà, photo suivante. Ben là, voilà, vous l'avez un peu plus en détail. Là, ça vous permet de voir un peu la qualité des saphirs, qui sont d'un bleu extraordinaire. Parce que pour rassembler un ensemble de pierres comme ça, je peux vous dire qu'il faut du temps. Voilà, toujours provenant de la même parure. Voilà, donc la parure portée par la reine Marie-Amélie. Voilà, donc vous avez en bas la couronne qui a été volée et qui a été retrouvée toute cabossée. Donc ce joyau-là, nous le possédons toujours, mais il va falloir le réparer. Et puis au-dessus, vous avez le diadème d'Eugénie.
la femme de Napoléon III avec de superbes perles. Alors ça, celui-là, par contre, il a été volé. Voilà, photo suivante. Ben voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la manière dont les artisans bijoutiers travaillaient et ce qu'ils étaient capables de créer. Hein. Là, c'est toute la quintessence de l'art français que vous avez devant vous et qui est reconnu au niveau mondial, hein, au niveau de la qualité des orfèvres que nous avons à Paris. Voilà. Toujours la même pièce. Alors voilà la fameuse broche reliquaire qui a été volée. Et vous voyez donc sur cette broche, vous avez deux diamants qui sont au milieu de la broche. C'est les diamants 17 et 18 du cardinal Mazarin. Donc ce bijou pour moi, je dirais, représente c'est la chose la plus précieuse qu'on pouvait avoir encore dans nos collections. Puisque maintenant, sur les 18 diamants du cardinal Mazarin, il ne subsiste que le diamant 106. Tous les autres ont été soit vendus, soit volés. Et pardon, mais pourquoi reliquaire? Alors ça, je n'ai pas su pourquoi, parce que ils ont appelé ça comme ça, mais je n'en connais pas la signification. Il n'y a pas de relique dedans. Oui, c'était ma question. Non, il n'y a pas de relique. D'accord, ouais, merci. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça reliquaire. Photo suivante. La voici donc dans son écrin. Alors là, c'est des bijoux qui ont été portés par l'impératrice Eugénie et qui ont été complètement démantelés et vendus donc au moment de la vente sous la Troisième République. Photo suivante. Ben voilà, ça c'est des joyaux qu'on connaissait du temps du Second Empire et qui ont été vendus à Tiffany. Photo suivante. Ah voilà, vous avez la série des diamants Mazarin. Vous avez là représenté toute la collection donc, des diamants Mazarin, dont un diamant rouge et il y a un diamant vert également. Et un diamant mythique qui s'appelle le miroir du Portugal, qui est le diamant le troisième à partir de la gauche sur la ligne supérieure. Voilà, photo suivante. Et voilà le diamant miroir du Portugal. Une très très belle pierre. Il faut savoir que tous ces diamants ont servi souvent de caution et ont été mis en gage. Et certains ont été... Un bon nombre de ces diamants ont été mis en gage à l'occasion d'emprunts faits par la couronne à l'étranger. Et il faut savoir que le roi Henri III avait mis en gage une partie des joyaux de la couronne dans les années 1580 et que c'est le roi Louis XIV qui les a récupérés en 1670. Donc vous voyez la durée qu'il a fallu pour payer ce que l'on devait pour pouvoir récupérer ces gemmes. Voilà, photo suivante. Voilà l'affiche concernant les joyaux de la couronne de France, avec les dates marquantes de ce qui s'est un peu passé. Parce que suite à 1887, après il y a eu encore des vols. Photo suivante. Voilà une photo qui représente une partie des joyaux qui ont été vendus par la Troisième République. Et puis voilà rassembler les différents acheteurs potentiels qui se sont présentés et qui étaient en train d'examiner les joyaux
Et ça, c'est une gravure qui est parue dans les journaux de l'époque. Voilà, photo suivante. Alors, je vous parlais d'Auguste Lefort, roi de Saxe, qui a voulu imiter le roi Louis XIV. Eh bien voilà la parure qu'il portait pour aller à la chasse. C'est une parure tout en cornaline et entourée de diamants. Donc vous avez ces boutons de vêtements, vous avez ces épaulettes, les boucles de chaussures, ces armes de chasse, les couteaux de chasse, les couteaux de bennerie. Donc Auguste Lefort avait une parure de diamant, une parure de saphir, une parure de rubis, une parure d'émeraude et une parure de cornaline. J'ai eu l'occasion de voir ces parures à l'occasion d'une exposition sur le trésor de la couronne de Saxe au château de Versailles, il y a un certain nombre d'années en arrière. Si vous avez l'occasion d'aller à Dresde, ça vaut le coup d'aller visiter le trésor de la chambre verte. Et là, vous allez découvrir des choses, mais à tomber à la renverse. Extraordinaire au niveau du travail, tant au niveau de l'orfèvrerie que du travail de l'ivoire et que le travail de la joaillerie. Photo suivante. Voilà la parure de diamant du même Auguste Lefort. Vous voyez son épée, une épée en diamant. Donc ça vous laisse, vous pouvez imaginer aisément l'épée du roi Louis XVI et Charles X. Et là c'est la parure de saphir. Et à chaque fois vous avez, ah ben non, c'est la parure d'émeraude ça, et après vous avez la parure de saphir. Voilà. Et avec les décorations, l'ordre de l'aigle blanc, voilà. Ah, et maintenant, nous allons passer dans la collection des pierres gravées des rois de France. Donc là, nous sommes à la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu. Et là, vous avez une agate qui est taillée sous forme de camée, qui représente le roi François Porrobier, qui date, le travail date du XVIe siècle. Et la monture est peut-être... La monture est peut-être un peu plus tardive. La photo suivante. Voilà, ça vous donne une idée. Et là, c'est un camée, donc avec sa monture. Photo suivante. Voilà encore un camée antique, celui-ci, monté. Et voilà le grand camée de France. Ce grand camée de France, il a été offert par l'empereur byzantin au roi Saint-Louis. C'est une pièce qui doit faire à peu près 25 cm de haut. C'est assez remarquable. Et donc elle représente en haut, vous avez 3 niveaux en fait de représentation. Le monde des morts en haut, c'est donc l'empereur Auguste qui est représenté. Au milieu, le monde des vivants avec l'empereur Tibère, et en bas donc les vaincus. Photo suivante. Voilà un profil du roi Henri IV avec sa monture. La collection est très très importante et bon, tout ne peut pas être exposé parce qu'une bonne partie de ces pièces, si vous voulez, sont de taille, ça fait allez,
1 cm, 1 cm et demi pour les petites qui ne sont pas montées. Après, dès que vous avez une monture, bon, bien, c'est quand même beaucoup plus important. Photo suivante. Ah, voilà, une des pièces phares de la collection des rois de France avec le grand camée. C'est la coupe dite des Ptolémées, qui vient d'Égypte et qui est une pièce de collection extraordinaire que bon nombre de personnes nous envient. Et puis, ma photo suivante. Louis, ça doit être Louis XV qui est représenté là, avec une monture d'époque hein, par Jacques Hill, 18e. Ensuite, ah, voilà, alors là ce sont des pièces qui sont contemporaines. C'est les seules pièces, ces deux pièces-là sont les deux seules pièces contemporaines que l'on peut voir donc à la Bibliothèque nationale. Elles représentent de profil le professeur Henri-Jean Choubnel, qui était directeur de la galerie de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à l'occasion d'un congrès de la Fédération française de minéralogie. Et donc la pièce du haut a été réalisée par monsieur Jean Vendôme, qui est un orfèvre que j'ai connu également, que j'ai rencontré dans son atelier rue du Faubourg Saint-Honoré. Un travail très très original. Et par contre, la représentation du bas, ça a été fait par un orfèvre étranger de la famille Anne, qui sont très très connus de manière internationale. Bon, ça c'est le genre de travaux, des genres de travaux que vous pouvez voir encore à l'heure d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'au niveau des tailleries de gemmes en Europe, la plus vieille taillerie, c'est la taillerie qui est à Idar-Oberstein, en Sarre, dans le duché d'Oldenburg. Et j'ai eu l'occasion d'y aller avec le club dauphinois de minéralogie. C'est assez impressionnant à voir. Et il réalise toujours des choses assez extraordinaires sur place, et ce depuis le Moyen-Âge, car à proximité donc de cette petite ville, vous avez des anciennes mines qui ont donné de nombreuses agates et améthystes. Voilà, photo suivante. Voilà un camée du roi Louis XV en haut. Photo suivante. Voilà encore d'autres camées, à gauche Henri IV, à droite Louis XV. Vous voyez la richesse des montures, vous voyez le travail de nos orfèvres. Voilà. Voilà encore Henri IV. Et là, vous avez il y a des milliers de pièces en collection, puisque cette collection est la plus importante au monde. Photo suivante. Voilà un camée en lapis lazuli. Ce camée en lapis, il date du XVIe siècle et la monture du XVIIe siècle. Voilà, photo suivante. Voilà, là c'est un camée qui est d'époque romaine, et avec un montage qui doit dater des 16e, 17e siècles. Et bon, regardez l'architecture du montage, on voit au niveau de la dextérité de nos artisans, il y a des choses extraordinaires à regarder dans ces collections. Voilà. Photo suivante. Ah, voilà un bijou qui a été porté par la reine Catherine de Médicis. C'est avec une très grosse émeraude au centre.
c'est un camé antique, ça, monté. Ça aussi. Et puis là, celui-ci, là, celui qui est au fond, je crois que c'était la reine Marie de Médicis qui était représentée de profil. Et je sais pas, voilà, c'est celui-ci. Et je n'ai pas retrouvé la légende de la photo, malheureusement. Voilà. Et je vous invite à aller découvrir ces collections à Paris parce que ça vaut vraiment le détour. À la Bibliothèque nationale, vous avez également des trésors de l'orfèvrerie d'époque romaine, vous avez de l'archéologie, vous avez des enluminures, les globes de Coronelli, les psautiers, les couvertures des psautiers faites au XIIIe, XIVe siècle en argent, incrustées de pierreries. Il y a des choses assez extraordinaires et ça vous permet de découvrir l'art de nos orfèvres à travers les siècles. Voilà, photo suivante. Et alors là, je souhaitais terminer ma présentation par une pièce qui n'est pas apparue depuis très longtemps. Je vous présente le diamant jaune, le Florentin, qui est un diamant qui appartient à la famille de Habsbourg. Et il faut savoir qu'il y a il y a 2 mois, la famille de Habsbourg a révélé que, en fait, quand ils sont partis d'Autriche, les bijoux de la famille n'avaient pas disparu. Mais c'est l'impératrice Zita qui les a fait mettre dans un coffre fort dans une banque au Canada. Parce que la famille a vécu un certain temps au Canada et elle avait fait jurer à 2 de ses enfants qu'ils ne révéleraient la présence de ces joyaux que 100 ans après la mort de leur père. Leur père étant mort en 1922, donc la révélation, elle date de moins de ces 3 dernières années, mais en fait, ils l'ont fait il y a maximum 6 mois. Et donc, ils ont représenté ce fameux diamant, dit le Florentin, qui est une pierre, un diamant jaune qui provient de la famille de Médicis et qui pèse à peu près 137 carats. Il est un peu plus petit que le régent. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec mon exposé. Si vous avez des questions, bien, ma foi... On va pouvoir passer à la distribution. Merci Georges. Une question. Oui, je vous en prie. Oui, quelle est la correspondance entre le carat et le gramme? Un carat, c'est 0,2 grammes. Est-ce que c'était pas basé sur le poids des graines de caroube? Si. Absolument, c'est ça. C'est ça, les graines de caroubier. Et comment on fait la différence entre un cristal jaune et un topaz, ou un cristal vert et une émeraude? C'est quoi la différence? C'est la dureté. Après, ce qu'on La va, dureté? regarder, c'est ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Parce que c'est jamais entièrement pur. Des émeraudes, une émeraude qui va être pierreuse, on appelle ça plutôt un béryl. Elle portera le nom d'émeraude si elle est véritablement gemme, c'est-à-dire si elle est transparente. Hein, il faut qu'il y ait une certaine transparence et il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle de jardin à l'intérieur, c'est-à-dire des inclusions. Mais on arrive à déterminer les gemmes justement grâce aux inclusions qu'elles ont. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez entendu la réfraction. La réfraction de la lumière. Et vous avez des saphirs, ce qu'on appelle le saphir étoilé. Donc le saphir étoilé, c'est un saphir qu'on va tailler uniquement en cabochon.
Et vous avez donc, quand il est taillé en cabochon et poli, vous allez voir, ça fait comme une étoile dessus. Et cette étoile, elle est liée au fait qu'à l'intérieur du saphir, vous avez un oxyde de titane, du rutile. Et c'est le rutile qui donne cet aspect en étoile. Alors il peut y avoir des étoiles assez simples et des étoiles beaucoup plus compliquées. Enfin, la gémologie, c'est quelque chose... j'ai suivi pendant 2 ans des cours de gémologie. C'est complexe, il faut avoir du matériel. C'est un véritable métier pour ceux qui le pratiquent. Et c'est passionnant. Et alors, c'est quoi la différence entre alors, le diamant, c'est du carbone, mais Diamant, c'est une du émeraude, carbone. une émeraude, un saphir, un rubis, une Alors, coralline, etc. La différence, elle se fait au travers de la dureté notamment, et puis de la composition chimique. La dureté, donc le plus dur c'est le diamant, dureté 10. Après ce sont les corindons, c'est le saphir et le rubis. Et puis après, bien, il y a toute la déclinaison du reste des pierres, sachant qu'il y a des pierres qui peuvent avoir, toutes celles qui sont à base de silice par exemple, elles ont toutes une dureté qui va être entre 6, 5 et 7. Et ça, on arrive à... Ah ben, il y a les opales, oui. Donc les diamants de couleur, ils ont une dureté 10. Ils ont une dureté 10. Quelle que soit la couleur. Quelle que Ça soit la change couleur. rien. La couleur, elle est liée aux éléments minéraux qui sont inclus dedans. Et à l'heure d'aujourd'hui, en général, les conseils que je donne quand quelqu'un souhaite acheter une pierre, et notamment du diamant, je conseille toujours d'acheter des diamants de couleur. Parce que c'est beaucoup plus rare que des diamants blancs. Et c'est plus cher aussi. Et c'est beaucoup plus cher aussi. Alors après, le diamant, il faut savoir que vous pouvez le confondre avec des zircons blancs. Et les zircons blancs, vous avez du zircon naturel, mais vous avez du zircon artificiel. Et vous avez également des saphirs blancs. Moi, vous voyez sur les broches de nos grands-mères, eh bien, vous aviez souvent, les montures étaient en argent, et avec, vous pensiez que c'était des diamants, mais en fait, c'était des saphirs blancs. Et un saphir blanc, bon, ça ne vaut pas très cher. Je peux donner une précision. Un diamant, lorsque vous le mettez sur une page imprimée, Oui, vous ne voyez pas du on ne tout voit pas du tout l'écriture. Vous mettez un saphir blanc au même endroit, à travers le saphir, vous voyez ce qui est écrit. Voilà, Ouais, déjà. ça, c'est l'astuce pour reconnaître tout de suite un diamant, Un diamant d'un faux diamant. d'un saphir ou d'un zircon. C'est la première. Ouais. Ça, c'est radical. Et le miroir du Portugal, il est où? Au Portugal. On ne connaît pas le propriétaire. Alors Georges, dévoile-toi. Il y a beaucoup de pièces comme ça qui ont été volées en 1792 et on ne sait pas du tout où elles sont passées malheureusement. Alors le problème c'est que tous ces joyaux anciens présentent des tailles anciennes. Vous voyez ce qui a été volé là au musée du Louvre, ça présente des tailles anciennes. Ce qui peut être dramatique, c'est de démonter et de vouloir les retailler pour pouvoir les écouler. Alors, tout en sachant que ce sont des pierres qui sont entièrement naturelles, qui n'ont pas subi de traitement, parce que bon nombre de pierres que vous voyez actuellement en bijouterie, elles ont toutes subi des traitements. C'est-à-dire, elles ont subi, notamment pour les émeraudes, des bains d'huile qui vous permettent de les rendre beaucoup plus éclatantes, ou de temps en temps, pour approfondir la couleur, on va vous les chauffer, ou on va vous les passer à la bombe au cobalt, ou on va faire un certain nombre de choses comme ça. Et après, il faut être très 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 vigilant et
Après, vous avez tout un tas d'astuces pour créer des faux ou des pierres à moindre prix. Et notamment avec les opales, il y a ce qu'on appelle les doublés, où vous avez en fait Triplet. des triplés même. On colle, on assemble des éléments différents, si vous voulez, qui vont vous tromper. Une lamelle d'opale. Des lamelles d'opale avec Au-dessus et dessous, ouais, voilà. en dessous, vous allez avoir autre chose. Une fois à la bourse aux minéraux là, à Grenoble, j'ai eu la visite d'un Australien qui était arrivé. Il nous a sorti une opale noire qui faisait cette taille-là. C'est pas vrai. C'est simple, l'opale noire de cette taille-là, elle valait 50 millions à l'époque. Et de chaque poche, il avait 2 poches. De chaque poche, il nous a sorti 2 pépites d'or. Et les 2 pépites d'or, il y en avait aussi pour 50 millions. Il se baladait avec 100 millions sur lui. Il faut peut-être préciser que l'opale noire n'est pas noire. Non, elle n'est pas noire. Elle est verte, elle est verte, verte, c'est bleue, irisé rouge. de tout un Il y a tas de des couleurs. reflets de toutes les C'est couleurs. une irisation de couleurs. Dans les opales, en fait, vous avez des opales de feu. Donc l'opale de feu, c'est une couleur qui est au brun-rouge. Et vous avez l'opale noble, et qui est une opale blanche. Et puis vous avez des opales qui sont complètement transparentes aussi. Et puis vous avez l'opale noire. Et en fait, toute une déclinaison, si vous voulez, en fonction du chatoiement de la pierre. Dans les saphirs, par exemple, ce qui est le plus recherché à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les saphirs orangés. J'ai eu l'occasion d'en voir, les saphirs orangés. Parce que le saphir existe dans toutes les couleurs. Voilà. Et alors, les mines d'Oisan qui ont été exploitées par Louis XVIII, c'était des cristaux. Le roi Louis XVIII Ouais. a exploité la mine d'argent des Chalanges, donc là c'était pour produire de l'argent, et les mines de Lagardette, parce que dans les mines de Lagardette, donc c'était des mines d'or, donc on a extrait de l'or, mais on a extrait surtout des quartz, du cristal de roche. Et le cristal de roche, à cette époque-là, on en faisait des boutons de chemise, on en faisait des broches, on en faisait des boîtes, on en faisait des coupes, on en faisait tout un tas. Il y avait toute une industrie autour du cristal de roche. Et notamment, il faut savoir qu'à Grenoble, au XVIIIe siècle, il y avait 2 tailleries. Et il y avait également des tailleries à Briançon. Au moment de la Révolution française, il a été proposé au roi Louis XVI d'acheter un lustre constitué de 1000 pendeloques de quartz. Parce que dans les lustres que vous voyez au XVIIIe et même après au XIXe, vous aviez donc des lustres où toutes les pendeloques étaient en cristal de roche taillé. Et je peux vous dire que quand vous tombez sur un lustre comme ça, du XVIIIe, en cristal de roche taillé par rapport à du cristal de plomb, on ne joue plus dans la même cour au niveau du prix. Et il faut savoir qu'au niveau religieux également, vous aviez des croix de procession qui étaient en cristal de roche. Les reliquaires en cristal de roche. Ils ont beaucoup travaillé pour l'église, les chandeliers en cristal de roche, les girandoles en cristal de roche. Vous pouvez admirer aussi donc tout ce qui pouvait être en coupe gravée et montée en pièces d'orfèvrerie. Dans la collection du musée du Louvre, dans la galerie d'Apollon, vous voyez la collection des rois de France, qui est une collection des plus importantes au monde en objets taillés, et taillés en agate, en cristal de roche, en lapis lazuli, en malachite, en ambre,
en tout un tas de matières précieuses de l'époque. Les pierres précieuses, vous en avez 4. Hein. C'est le diamant, le saphir, le rubis et l'émeraude. Toutes les autres pierres ont l'appellation pierre fine. Et quand vous voyez la collection de pierres gravées des rois de France, c'est plus de 10 000 échantillons quand même. Et j'ai oublié aussi de vous signaler que à la Bibliothèque nationale de France, vous pouvez voir le trône du roi Dagobert également. Non, on a la chance en France d'avoir un patrimoine qui est extraordinaire et qu'il faut savoir découvrir. Et je vous invite justement à aller découvrir ce genre de choses et admirer le travail fait par nos ancêtres, tant en France qu'en Italie. Parce que au niveau des tailleries, notamment dans le secteur de Milan avec les Miseroni, la famille Miseroni, il s'est vendu il n'y a pas très longtemps à Drouot une collection de pierres dures. Ça fait des prix pharaoniques. Que des pièces de musée qui avaient été accumulées depuis X années par des vieux collectionneurs, et on y voit des choses, la quintessence de l'art français. Et la force que nous avons, nous, encore en France, justement, c'est avec tous ces artisans qui sont capables de créer des choses qui sortent de l'ordinaire. Je vois la rencontre que j'avais faite avec monsieur Jean Vendôme, qui était un orfèvre du faubourg Saint-Honoré, qui crée des bijoux à partir d'éléments bruts et d'éléments taillés. Mais il faut voir ce qu'il a créé et l'inventivité qu'il avait. Il y a des choses au niveau international, je vais vous dire, on peut remporter le challenge, hein, sans problème. Il y a un savoir-faire malgré tout, même si on a pas mal perdu en savoir, il y a encore à l'heure d'aujourd'hui un savoir-faire qui est extraordinaire. Et au niveau création, le français comme l'italien sont des personnes qui sont très créatives. Autant que les Pays-Bas ou que les Pays-Bas, c'est pas pareil. La création, il leur manque... C'est plat. Il leur manque quelque chose. Et les diamantaires autour de New York n'ont pas de savoir-faire? Si. Certains sont inventifs et au niveau de la taille des gemmes, notamment, on a inventé de nouvelles formes et de nouvelles tailles. Au niveau de du club dauphinois de minéralogie, on avait quelqu'un qui était très très doué là-dedans et qui avait créé des choses assez sympathiques, parce que du temps où on avait encore des locaux, nous avions, parallèlement au fait qu'on faisait des travaux dirigés de détermination de gemmes, on avait un atelier lapidaire. Donc ça permettait d'apprendre aux gens à tailler des gemmes. C'est en train de repartir. Et c'est en train de repartir. De repartir, tu veux dire? Ça va démarrer. Les cours vont recommencer. Ah bon? Ah, c'est bien ça. Tu sais s'inscrire. Voilà. Et alors, alors, pour en venir à ce vol récent, comment tu expliques que ces pieds nickelés aient pu être commandités par quelqu'un qui est un collectionneur? Pourquoi il s'est adressé à des pieds nickelés finalement? C'est quand même étonnant. Je trouve ça un peu curieux personnellement. Parce que moi, une des dernières fois où j'étais allé dans la galerie d'Apollon, je peux vous dire que la vitrine où il y avait le régent et tout, il y avait un verre qui était épais et vous ne pouviez pas toucher la vitrine parce que vous aviez une barrière tout autour qui vous séparait encore. C'était très difficile pour pouvoir faire des photos. Il y a 10 ans en arrière.
Mais ils ont changé. Et ils ont changé les vitrines. Voilà, ils ont changé les vitrines. Ils ont changé les vitrines. On trouvait qu'elles Et étaient c'est trop là où solides. ils ont fait des bêtises. Les pieds nickelés, c'est surtout ceux qui s'occupent du musée. Oui. Ouais, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Et est-ce que les assurances vont intervenir ou on ne peut pas Je assurer sais des... pas, tu peux pas C'est l'État, assurer c'est pas assuré. les joyaux de la couronne de France. C'est pas calculable. C'est pas calculable. C'est l'État qui Pour s'assure. vous donner une idée, le saphir, le grand saphir de Louis XIV. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut valoir? Je n'ai pas ce milliard. À l'époque, je vais vous donner ce que ça valait à l'époque. 14 kilos d'or. Ça vous donne une idée. Et là, vous avez des pierres qui n'ont pas de prix. Nous on s'en va, vous fermerez tout. Oui, oui, on fermera tout, pas de souci. Et on passe par le portail. Oui, on prend. Question. Pardon, Merci. D'où vient la concentration à Anvers c'est ancien cette... Oui. Oui, quelle est l'origine Pourquoi je me suis... Oui, pourquoi Anvers Pourquoi Anvers L'Afrique du Sud. Ah, d'accord. L'Afrique du Sud C'est l'Afrique du Sud, c'est parce que les diamants, si vous voulez, 16e, 17e, ça venait exclusivement des Indes. À partir du 18e, vous avez eu des diamants qui sont venus également du Brésil, avec les Portugais. Et après, au 19e, vous avez eu les diamants russes et les diamants d'Afrique du Sud. Voilà. C'est au château de Versailles qu'on trouve les lustres qui sont avec des quartz de Dans la chambre de la Gardette, reine, non la chambre de la reine Marie-Antoinette, les deux lustres Oui. sont des lustres en cristaux avec des cristaux de roche. De la et les Gardette. cristaux de roche, je peux vous dire qu'ils sortent de la Gardette. Voilà, c'est ça. C'est la chambre de... La chambre de la reine Marie-Antoinette. Ah, c'est dans la chambre de la reine. Oui. Parce que la problématique que vous avez au niveau du cristal de roche, ils n'ont pas tous le même éclat. Et ceux des mines de Bourdoisan, des mines de la Gardette, ont un éclat particulier à cause de la proximité de plomb. Il y a du plomb, il y a des minerais de plomb qui est à proximité de la mine. Parce qu'en fait, sous la mine des mines de la Gardette, vous avez des mines de plomb. Et l'or, il joue pas aussi? L'or n'y joue pas. Non, parce qu'on trouve cette couleur un petit peu champagne dans la Gardette. La couleur champagne, elle est liée à des oxydes de fer. Ah, c'est les oxydes de fer qui lui donnent cette couleur? Mais en fait, si vous nettoyez bien au dithionite le cristal de la Gardette, ça va être vous allez avoir un éclat. Vous pouvez mettre d'autres quartz qui viennent de Loisan à côté, ça n'a pas du tout le même éclat. Ouais. Et quand vous avez les pierres bicolores, comme par exemple l'améthyste, Oui. C'est l'amétrine. C'est l'amétrine, oui. Et cette couleur violette et jaune, la partie qui est amétrine, c'est de la citrine? C'est de la citrine, oui. C'est ça? Oui. Et donc Oui, la alors, pierre, c'est séparé dans deux compositions différentes. Tout à fait. Donc c'est l'amétrine. Et quand vous allez dans les tourmalines où il y a 2 ou 3 couleurs, Oui. on l'appelle comment? C'est pas la tourmaline? Il n'y a pas un nom spécial? Alors, dans les tourmalines, certaines tourmalines ont des noms particuliers, notamment quand on va vous parler d'Elbaït, Ouais, c'est une tourmaline particulière. d'accord. La rubellite, c'est pareil, Ah ouais, c'est la une tourmaline, c'est une tourmaline rouge. Où là, il y a le rouge. Ouais. L'Elbaït, c'est une Vert. tourmaline qui va être bleue. Ah, c'est bleu, Oui. l'elbaïte. Et la topaze fumée, elle porte un nom particulier. Les topazes qui sont un petit peu marron. Non, après, dans les topazes, il faut faire très attention parce que souvent elles sont chauffées, Ouais. comme les citrines d'ailleurs. Parce qu'on chauffe d'une améthyste et ça devient Dans les citrine. citrines aussi. Ouais. Et on peut voir si elle a été chauffée, ça, c'est pas tout à fait la même couleur. Ah, C'est difficile. Ouais, c'est difficile, mais ça se repère quand même. Quand on a une couleur qui est un peu trop franche, Par contre, sur la gangue ne réagit pas pareil. ah, la gangue À la ne chauffe. réagit pas pareil. Voilà. Alors si vous avez un quartz que vous passez à la bombe au cobalt pour le faire devenir morion, Ouais. vous allez le voir tout de suite. Hein.
La gangue, Bah, elle, moi, elle marche pas. j'ai Ouais, c'est ça. l'habitude, si c'est passé à la bombe au cobalt, je vais vous le dire tout de suite. Hein. Ouais, c'est comme les cristaux Il fumés, ne c'est pareil. sera pas naturel. Ah oui. Et les diamants de couleur sont forcément naturels ou certes enfin, j'avais entendu dire qu'à une époque Ah, on en a chauffé. il y en a des synthétiques. Hein. Non mais je veux dire à partir d'une pierre naturelle. C'est naturel. chauffée, c'est- oui, oui. Soit il est c'est- synthétique, soit Non, il est... mais à chaque Le fois, diamant, il est naturel. quand moi je sais que je fais toujours très très attention quand je regarde des dénominations dans des ventes. Il faut regarder quand on vous précise couleur naturelle. Il faut qu'on vous précise couleur naturelle. La plupart des pierres que vous avez en bijouterie, même chez les grands bijoutiers, elles ont toutes subi des traitements. Toutes. C'est pour ça qu'il est souvent plus intéressant d'acheter des bijoux anciens où vous allez avoir des couleurs naturelles qui n'auront pas été trafiquées. Alors vous n'aurez pas le même éclat parce qu'au niveau des tailles, on a fait quand même beaucoup de progrès au niveau de la taille des gemmes. Mais bon, c'est Il y a une sacrée aventure. Il y a une usine à Pont-de-Clay Ah bah, qui s'appelait Métafram, oui, qui fabrique fabriquait des cristaux, saphirs industriels, mais du vrai de saphir. saphir et J'ai de vu des rubis. saphirs énormes. Et il les c'était les Indes qui les commandaient. Il a envoyé aux Indes, et les Indes les taillaient, les montaient. Et quand ils vous revendaient les petits bijoux, ils mettaient saphir véritable. C'est vrai, c'est du saphir véritable. Mais c'est pas le gemme que l'on trouve dans la nature. Métafram, c'était incroyable à Pont-de-Clay. Ah oui, oui. Ça existe Moi, pas. j'ai vu des saphirs sortir de l'usine. C'est Je vais incroyable. vous apporter quelques petits compléments. Au 19e, la couronne de France fit l'acquisition de 8000 carats de diamants, dont plusieurs de 20 carats et de très nombreux entre 1 et 19 carats. En vérité, 500 carats d'émeraude, 800 carats de saphir, ça peut être industriel. 430 carats de rubis, 22 500 grains de perles, dont une de 346 grains, 387 de turquoise, 2 grandes opales représentant plus de 60 000 pierres et perles. Si cet ensemble avait subsisté, il dépasserait de nos jours la collection impériale russe telle qu'elle était en 1917. C'est le même usage. C'est le même usage. J'ai visité moi, le Kremlin. Ah, Outre les joyaux agates, lapis lazuli, jade, jaspe, cristal de roche, quartz améthyste, ambre, grenat, etc. C'était les impôts, hein. Avec 4 gardiens.